Au sommaire de cette édition, fausse alerte à la bombe, l'hôtel Radisson surveillé par la police. Le ministre de l'Intérieur Abdoulaye Daouda Diallo sera sur place dans quelques instants. Les populations, elles, demandent plus de sécurité et le renforcement de nos frontières. Y'en a marre condamne le jet de pierre sur le cortège présidentiel, mais le mouvement appelle les autorités à prendre en compte les préoccupations des étudiants. Dans le dossier du jour, il sera question du rôle des conseillers du président de la République. Sont-ils écoutés, prétexte la sortie du professeur Amsatou Sambou Sidibé. Qu'est-ce le redressement judiciaire de Transrail annoncé par l'État divise les syndicalistes de la dite société. Le SAMES remet ça. Depuis ce matin, le syndicat autonome des médecins du Sénégal est en grève pour 72 heures. L'actualité internationale, Binta Diallo, bonjour. Bonjour Antoine. Les titres déjà. Le président du Tchad, Idriss Déby, échappe à un attentat de Boko Haram. C'est le Cameroun qui a déjoué l'attaque. Un ancien ministre à la tête de la commission Vérité, Justice et Réconciliation au Mali. Il s'appelle Ousmane Oumarou Sidibé. L'ONU préoccupée, les attaques se multiplient en Centrafrique. Tous les sports aux alentours de 12h20, n'est-ce pas, Malal Junior Gagne? Vous l'avez dit, Antoine, bonjour à tous. Navetan 2016, l'heure est à la division à Louga. Une affaire de ponction sur les subventions municipales divise les acteurs du mouvement. Volleyball, obtention de la licence d'arbitre international de beach volley. 7 sur les 16 candidats africains obtiennent leur diplôme. Football, Coupe du Sénégal, on joue la finale ce samedi. Le Casa Sport veut assumer son statut de favori. Objectif pour Demba Ramata, gagner pour aller en Afrique. Mesdames, Messieurs, bonjour. Au lendemain de la fausse alerte à la bombe à l'hôtel Radisson, le ministre de l'Intérieur sera sur le lieu pour s'enquérir de la situation. Abdoulaye Daouda Diallo est attendu dans quelques instants. Aux abords de l'hôtel qui a cristallisé toutes les attentions hier soir, la police veille au grain. Le calme est revenu dans l'établissement et les employés ont reçu l'ordre de ne pas parler à la presse. Un tour au Radisson Blue, Sornana Tambaï. La corniche ouest est un axe très fréquenté par les véhicules et malgré la fausse alerte à la bombe, ça n'a pas changé. C'est aussi le défilé incessant des joggers. À moins de 10 mètres du poste de garde de l'hôtel Radisson Blue, une camionnette de police est stationnée. À son bord, une douzaine de policiers, hommes et femmes. Ils sont presque tous perdus. Mais en costume sombre veille au grain. Tout taxi ou véhicule particulier voulant accéder au complexe hôtelier est arrêté et fouillé très rapidement. N'entre pas qui veut, à moins d'être client ou employé. Mais par la force des choses, nous sommes parvenus à entrer. Sur le parvis, un motard et un gendarme. Une vingtaine de pas et nous voilà à la réception. Le manager et 2 employés sont aux aguets. Le mot bombe est lâché et les cheveux s'hérissent. Avec un sourire propre aux employés d'hôtel, le responsable nous fait savoir, poliment mais fermement, que la presse est interdite d'accès. Nouvelle tentative pour parler ne serait-ce au responsable de la communication. Toujours rien, et cette fois-ci, la réponse ne laisse aucune possibilité de relance. Notre interlocuteur déclare: vous pouvez appeler, mais nous n'allons même pas transférer l'appel. Ne vous fatiguez surtout pas. Il quitte le comptoir et nous montre la sortie. Avant de partir, on aperçoit des clients confortablement installés dans des fauteuils, comme pour dire, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Sornana Tambaï, la fausse alerte d'hier ne laisse pas indifférents certains Dakarois et pour eux, il faut renforcer la sécurité et puis veiller davantage sur nos frontières qui sont poreuses. Reportage signé Nafisa Toussila. Fausse alerte à la bombe. Hier soir, le spectre de la peur a plané sur Dakar. Certains habitants se disent choqués. Véritablement, je suis un peu surpris qu'il y ait des histoires de bombes, de fausses alertes là chez nous. Voilà, c'est assez surprenant quand même. Bon, d'abord, on a été choqués d'entendre parler d'une bombe. Pour beaucoup d'entre eux interrogés, c'est l'heure de renforcer la sécurité nationale et veiller au terrorisme. La sécurité qui se trouve dans les lieux qui sont fréquentés par beaucoup de gens. Le président de la République disait qu'il n'avait pas peur des terroristes. Bon, ça constitue un danger parce que maintenant les terroristes vont avoir en tête que le Sénégal prend des mesures pour pallier à ce phénomène terroriste. Autre point évoqué, la porosité des frontières. Pour Ousmane Ba, professeur d'histoire et de géographie, on doit
davantage insister sur la surveillance des frontières. Nécessaire et voilà, être vigilant, faire des campagnes de sensibilisation pour que nos enfants ou compatriotes ne soient pas victimes de cette idéologie maléfique là. Les frontières également, parce que chez nous, nous avons malheureusement une porosité des frontières qui fait que vraiment n'importe qui peut accéder sur le territoire sénégalais, et là aussi les autorités doivent réagir dans le bon sens. Cette fausse alerte à la bombe n'est pas la première à Dakar. Une autre a eu récemment dans une banque de la place. Les fausses alertes dans un contexte de menace terroriste, comment nos forces de sécurité doivent gérer cette situation? Prétexte la fausse alerte donc d'hier au Radisson Blu. Point de vue, ce sera vers 12h30. À l'instant, il est 12h06 et vous suivez le grand journal. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Les 50 Sénégalais expulsés du Gabon sont arrivés au Nigeria par bateau. Ils se trouvent dans la ville de Calabar. Ses compatriotes sollicitent l'intervention des autorités pour rentrer au pays. Le directeur des Sénégalais de l'extérieur, Sori Kaba, a eu à déclarer sur nos ondes que le gouvernement a pris toutes les dispositions nécessaires pour le rapatriement de ces Sénégalais en situation irrégulière au Gabon. Affaire des jets de pierre contre le cortège du président de la République à l'université. Le mouvement Y en a marre, Conan parle d'un acte indigne d'un étudiant. Toutefois, les Y en a marristes appellent les autorités à prendre en compte les préoccupations des étudiants. Malal Tala, Difou Malade, un des leaders de Y en a marre, joint par El Hadj Diogoudien. Nous trouvons que personne n'a le droit d'user de la violence. Encore, surtout quand il s'agit du cortège présidentiel, on ne peut pas jeter des pierres sur un cortège présidentiel parce que c'est une institution de la République. Nous sommes tous tenus de respecter nos institutions, surtout en ce qui concerne les étudiants. Les étudiants symbolisent quelque chose pour l'avenir de ce pays. Ils ne doivent pas avoir ce comportement. Maintenant, l'intelligence est d'arriver à un dépassement et de comprendre cela aussi comme un message. C'est un message qui traduit le malaise des étudiants de l'université. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui à l'université est une situation compliquée. Les étudiants ont énormément de problèmes que l'État doit régler. Donc, mais ça ne justifie pas la violence. On peut hurler, on peut porter des pancartes, on peut porter des t-shirts à l'effigie de nos revendications, mais on ne peut pas jeter des pierres sur le cortège présidentiel. Pour malade du mouvement Y en a marre sur le jet de pierre sur le cortège du président Macky Sall, Y en a marre Conan. Focus sur les conseillers du président de la République, mais quel est leur rôle? Sont-ils vraiment écoutés par le chef de l'État? En tous les cas, le professeur Amsatou Sow Sidibé, ministre conseillère, semble dire le contraire. Et dans le dossier que vous allez entendre, nous avons donné la parole à un conseiller du président Sall et à un ancien conseiller du président Wade, mais à un journaliste. Le rôle du conseiller du président de la République, un dossier de Mohamed Ali Mouba. Professeur Amsatou Sow Sidibé est le énième ministre conseiller à s'en offusquer. Le président de la République ne prêterait pas oreille attentive à ses conseillers, mais pour le ministre Morndam, les choses ne se passent pas forcément comme elle le prétend. Je ne sais pas, je n'allais pas dire pour son cas, mais en tout cas, à ce que je sais, et à ce que je sache, le président de la République a un cabinet et un directeur de cabinet qui réunit régulièrement donc l'ensemble des conseillers, partage avec les directives, les instructions du président de la République et en relation bien sûr avec le ministre général de la présidence. Et chaque conseiller a une tâche à exécuter. L'ancien ministre conseiller d'Abdoulaye Wade, Mamour Sissi, se désole de la sortie du professeur Amsatou Sow Sidibé. Pour lui, le conseil doit s'en arrêter à son rôle. Des fois, il ne faut pas attendre simplement parce qu'un président de la République a 10 000 choses à faire et 10 000 choses sérieuses et d'égale dignité, quotidiennement. Donc, il ne faut pas attendre, il faut lui bombarder au sens noble du terme. Vraiment, de mettre sur tout ce que vous pensez est utile pour le pays. Le journaliste Abdoulaye Bamba Diallo voit plus. Il identifie le problème au niveau du choix des hommes.
Mais je pense que le problème de fond aujourd'hui, il s'avère que le président Macky Sall est aujourd'hui à un tournant où il constate qu'il a un problème de choix de ses collaborateurs. Il a aujourd'hui des collaborateurs qui ont un profil politicien et qui n'ont pas un profil pour servir dans l'espace de l'État. Pour le moment, le palais n'a pas encore réagi, mais l'on sait que les barons du régime ont toujours soutenu que le ministre conseiller, ça ferme sa bouche ou ça s'en va. Les femmes de Benno Bokk Yakaar en assemblée générale cet après-midi, c'est pour la validation du règlement intérieur de leur structure. Et puis notez que les avocats de Karim Wade sont en conférence de presse tout à l'heure. Ils seront en conférence de presse tout à l'heure. Le face-à-face avec la presse intervient à la veille de l'examen du recours qu'ils ont déposé à la Cour suprême. 12h11. RFM, la radio de toute l'actualité. Le syndicat autonome des médecins du Sénégal est en grève pour 72 heures. Le SAMES veut que l'État respecte le protocole d'accord qu'ils ont signé. Et comment la grève est suivie à travers le pays? C'est la question qu'Awambay a posée au secrétaire général du SAMES. Écoutons Dr Bolidiap. Le bureau exécutif national a fait le point par rapport à l'observance du mot d'ordre de grève sur l'étendue du territoire. Les échos que nous avons, c'est que la grève a été très bien suivie sur l'étendue du territoire et que actuellement les hôpitaux et les santé vraiment fonctionnent pour l'anti. On ne fait que la prise en charge des cas urgents. Relance des chemins de fer. À Transrail, les syndicalistes sont divisés sur la question du redressement judiciaire prôné par l'État, mais attestent le souhait des populations et de voir les rails repartir à merveille. Le flou continue de persister autour de la remise en route de Transrail. En effet, le redressement judiciaire continue de diviser les principaux acteurs. Mambay Tounkara, le secrétaire général du Sutrail Synthèse FC, n'est pas du même avis. C'est pas un flou, c'est un processus. Nous avons tous constaté l'échec de la privatisation. Qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est maintenant de reprendre les infrastructures, d'en faire des sociétés de patrimoine, de créer une société d'exploitation qui va s'occuper toujours de l'exploitation et de mettre en place un organe de régulation et rouvrir le capital pour recapitaliser l'entreprise. Cependant, Madjojo Diagne, le secrétaire général de Satrail, estime que ce redressement judiciaire va tout droit vers la fermeture de l'entreprise. Le redressement judiciaire n'est rien d'autre que la liquidation de l'entreprise. L'inquiétude grandissante, si le président ne prend pas garde, il va payer des pots qu'il n'a pas cassés. Nous, on a des projets clairs de relance du chemin de fer, mais malheureusement, nous sommes laissés en rade. Pour les travailleurs, l'essentiel est que le chemin de fer retrouve son lustre d'antan et qu'il puisse nourrir son homme. Ce que nous souhaitons, nous, en tout cas, qui connaît Thiès et qui est Thiessois, souhaite que les rails reprennent leur petit d'antan. C'est tout ce qu'on souhaite vraiment et c'est bien possible avec le projet du chemin. Il n'y avait pas une maison où il n'y avait pas plus de 3 cheminots. Maintenant, tu trouves les maisons en rade, tu ne trouves pas les cheminots, tu te sens plus, il y a beaucoup de chômeurs et ça, c'est pas bon. Pour mettre un terme à cette crise, la mise en place d'un schéma institutionnel et la réforme partagée par tous les syndicats. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Les femmes des départements de Matam et Kanel ne sont pas contentes, mais alors pas du tout. C'est parce que la ligne de crédit qui est destinée aux différentes organisations féminines de ces localités a été pour le moment suspendue. Les détails avec Ali Bandelian que nous allons retrouver dans quelques instants. Il s'agit donc des femmes des départements de Matam et Kanel qui ne sont pas du tout contentes du fait que la ligne de crédit qui est destinée aux différentes organisations féminines de ces localités soit suspendue. Détail à Libandelian. Elles sont très remontées contre le ministre délégué en charge de la microfinance, les femmes de la région de Matam. Regroupées au sein de leurs différentes structures, ces femmes qui attendent depuis très longtemps le financement de leur projet se retrouvent aujourd'hui avec une très grande surprise. Aïssata Diaye de Sadel. Ça nous a vraiment touché parce que le fait que les femmes de la région de Matam, on a divisé les femmes, on a donné la moitié, le reste on est là jusqu'à présent, on n'a rien eu et ça nous a vraiment pas plu. Pourquoi j'ai arrêté? On nous a appelé parce qu'on était juste prêt pour aller à la banque. On nous a dit que le ministre a appelé pour dire que le directeur de banque a arrêté les financements. Quel ministre? Pourquoi. Le ministre chargé de ministre délégué.
Moussa Gueye, on est dessus parce que vraiment même le président, ça ne va pas lui plaire parce que lui, il est pour les femmes quand même. Dans le département de Kanel, non seulement il n'y a que quelques groupements qui ont bénéficié de ce financement, mais les femmes dénoncent la mise à l'écart de nombreuses organisations féminines. Ami Koulibaly est la présidente du comité consultatif de Kanel. La de la suspension de ce financement, c'est que nous, les femmes de Kanel, c'est comme si on n'en faisait pas partie. Non seulement nos projets sont tout le temps rejetés, mais aujourd'hui, c'est que nous ne bénéficions de rien de plus. Disons, c'est que nous savons qu'est-ce que nous valons. Nous connaissons notre valeur. Le moment venu, les gens auront besoin de nous et en ce moment, nous saurons quoi faire. C'est pourquoi on ne crie pas, on ne dit rien. Il faut rappeler qu'en vue de ce financement tant attendu, les femmes de Marie de Kanel avaient tous versé des apports pour l'ouverture des comptes au niveau d'une mutuelle de la place. Matam, Ali Bandedian, RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Binta Diallo. Merci Antoine. Et on va faire le tour du monde. Avec plaisir. Tchad d'abord, Idriss Déby échappe à un attentat. Une information Jeune Afrique. Le président tchadien a échappé à un attentat grâce au Cameroun, une coopération sécuritaire qui porte donc ses fruits. Voyons tout cela avec Adramé Ismaël Koli. L'axe Yaoundé-N'Djamena se porte bien comme en attestent les échanges de renseignements pour lutter contre Boko Haram. D'après Jeune Afrique, Yaoundé avait en janvier prévenu N'Djamena de l'imminence d'une attaque contre Idriss Déby Itno. Les services camerounais avaient en effet intercepté des communications dont les auteurs s'informaient des itinéraires empruntés par le cortège du président tchadien, de la fréquence de ses déplacements et de l'importance de son dispositif de sécurité. C'est l'échec de ce projet qui a poussé la secte islamiste à s'acharner tchadien en référence aux récents attentats à N'Djamena. Les échanges de renseignements entre le Tchad et le Cameroun sont permanents, vu que les informations partagées au niveau stratégique permettent la prévention de certaines attaques. Les services de renseignement camerounais semblent très efficaces pour contrer les attentats et autres menaces dont sont porteurs les adeptes de Boko Haram. Vendredi dernier, ils ont arrêté 3 terroristes présumés dans la région de l'extrême nord. Le fait qu'une force d'intervention régionale soit mise sur pied prouve que les États africains désirent en finir pour de bon avec la secte islamiste Boko Haram. Toujours l'Afrique centrale, le Cameroun qui n'a pas pu pour autant déjouer une attaque de Boko Haram sur son sol. L'attaque a eu lieu à la frontière avec le Nigeria, des morts et des otages mentorés. Boko Haram a encore frappé, ou du moins, des militants présumés de Boko Haram. Le tout s'est passé dans un village du nord du Cameroun, proche de la frontière du Nigeria. C'est ce qu'indique un responsable local et une source militaire. Au moins 8 personnes ont levé. Le village de Chakalmari, visé mardi matin, se situe dans la localité de Maoura, un chef-lieu de la région de l'extrême nord, où des dizaines de personnes ont péri dans une série d'attentats à la bombe commis par les djihadistes nigérians le mois dernier. Les habitants ont indiqué que les assaillants ont repris le chemin du Nigeria où ils ne pouvaient pas être poursuivis. Un officier de la force militaire déployé par l'armée camerounaise pour lutter contre les violences djihadistes a expliqué que les agresseurs avaient franchi la frontière en provenance du Nigeria. Après la série d'attentats commis au mois de juillet, le Cameroun a déployé 2000 soldats supplémentaires afin de renforcer la sécurité dans la région de l'extrême nord. Le Cameroun a mobilisé 7000 hommes dans le cadre de la force d'intervention régionale à laquelle participent le Tchad, le Niger et le Nigeria contre les islamistes de Boko Haram. En plus bref, Antoine, au Mali, un ancien ministre nommé à la tête de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, Ousmane Oumarou Sidibé, également cadre de l'opposition, a pour mission d'enquêter sur les violences commises dans le nord du pays. Et en Centrafrique, l'ONU se préoccupe de la situation sécuritaire. Une sécurité précaire qui inquiète les Nations Unies. Partout en Centrafrique, les attaques se multiplient. Un convoi de l'ONU n'a pas échappé à cette vague d'attaques. Le coordonnateur humanitaire de l'ONU en Centrafrique a signalé une légère amélioration malgré que la situation sécuritaire dans le pays reste fragile à cause de la criminalité et des affrontements entre groupes armés rivaux. Il ajoute qu'il est fortement choqué par les nouvelles violences dans le quartier de PK5, ces violences qui ont même causé la mort d'un casque bleu et enregistré plusieurs blessés le 2 août dernier. Ainsi, le coordonnateur humanitaire de l'ONU a demandé à toutes les parties impliquées à respecter les droits des citoyens, l'accès à l'assistance humanitaire et à poursuivre les efforts pour le retour volontaire. Préoccupé par les attaques contre les travailleurs humanitaires qui ont augmenté dans le pays, il a déclaré que les humanitaires ont du mal à accéder aux zones en conflit. Pour rappel, la dernière attaque a été perpétrée contre un camion de vivres du Programme alimentaire mondial
le 18 juillet dernier, au cours de laquelle le conducteur a été tué. Et au Burundi, pendant que des opposants sont assassinés, la Russie félicite Pierre Nkurunziza pour sa réélection, Antoine. Merci, Binta, pour cette page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne terrestre. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dans Point, on parlera des forces d'alerte dans un contexte de menace terroriste. Comment nos forces de sécurité doivent gérer cette situation. Le prétexte, bien entendu, sur la force alerte d'hier au Radisson Blu, point de vue vers 12h30. Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Antoine. On est d'abord 2015, bien entendu, l'argent de la mairie de Louga divise les acteurs. Et c'est depuis hier, après donc la décision de ponctionner les subventions allouées par la municipalité aux ASC, une décision contestée avec vigueur par les responsables des associations sportives et culturelles de la ville de Louga qui demandent bonnement, tout simplement et tout bonnement à l'ODCAV de leur rendre leur argent avant de démarrer les compétitions. Abdoulaye Sambou. Le mouvement navétane est impollué par la politique à Louga. La question mérite d'être posée après la suspension à 5 ans du secrétaire général de la zone C de l'ODCAV de Louga. Sur les raisons de cette suspension, le président de l'ODCAV de Louga, Ismaël Mbengfal, explique. C'est une mauvaise taxe d'arnaque. Et quelqu'un l'a détourné, en tout cas, faire des détournements positifs parce qu'il y a des fonctions qu'on a fait sur les subventions au niveau des ASC. Il a contesté, violemment et publiquement. Les mises en cause parlent de détournement d'objectifs à Martiam. Si la mairie fixe le montant de la subvention à 110 000 francs et on donne 100 000 francs par ASC, on ne nous dit pas où se passent les 10 000 francs pour nous dire que c'est destiné à une caisse de solidarité. Mais l'ODCAV reçoit combien de millions pour gérer cette caisse de solidarité? Pour le président de l'ODCAV, cette suspension n'a rien de politique. Dans la commission qu'il a auditionnée, nous étions 14, et les 5 sont les conseils municipaux. Mais les 9 ne sont pas venus du conseil municipal. La bataille n'est pas une bataille politique. C'est lui qui a voulu déplacer le débat sous un argument politique. Et c'était simplement pour nous discréditer encore davantage. Position battue en brèche par Amartiam. C'est un combat politique, il faudra aussi une réponse politique. Pour vous dire comment ces gens sont en train vraiment de torpiller cette structure, ce mouvement associatif. En tout cas, l'ODCAV est aujourd'hui utilisé pour faire du mercenariat politique. Tout compte fait, l'ODCAV de Louga et l'ONCAV sont invités à statuer sur la question. Abdoulaye Sambou Louga, RFM. Abdoulaye Sambou, à quelques jours du démarrage de Nawetan à Dakar, les équipes de la Médina se préparent. Les ambitions sont annoncées, mais également le budget fixé par les différents responsables des équipes. Seydina Abadé a fait un tour dans les fiefs, donc les équipes de la Médina. À la zone 1, le début des compétitions est prévu pour lundi. L'AS Ngaraf, championne en titre, se base sur l'ossature de l'année dernière pour défendre son statut. Pape Samboso Babier, un des dirigeants de l'ASC, décline leurs objectifs. Nous préparons la compétition dans la paix. Nous sommes une équipe formatrice et nous ne comptons que sur les jeunes pieds. D'ailleurs, nous avons maintenu l'équipe de l'année dernière pour conserver la coupe. On espère gagner une nouvelle fois le trophée. Du côté de l'ASC Dames, le secrétaire général Chérif Dem indique que l'équipe est en pleine préparation, même si les moyens financiers ne suivent pas. On a commencé depuis 2 semaines, donc l'équipe se prépare. On espère que d'ici le début de Nawetan, on sera top côté physique. Nous peinons à recevoir les subventions et tout, donc on se débrouille. Nous, notre politique, c'est de faire des demandes d'appui et voir les PME ou bien qui sont aux alentours de l'ASC pour leur demander d'apporter leur soutien. Le fair play est au cœur des préoccupations. Si à l'AS Ngaraf, on se targue d'une réputation de pacifiste, les dirigeants de Dames appellent tous les supporters à l'union des cœurs. L'AS Ngaraf est une équipe pacifiste. Nous avons perdu 5 finales sans jamais créer des problèmes. Le fair play, c'est notre tradition. Nous lançons un appel à tous les supporters de la zone 1. Lutter contre la violence. La violence n'a pas sa place dans les... En attendant le début des Nawetan, les ASC affichent leurs ambitions. Toutefois, les équipes prônent le fair play. Football toujours, le Casa Sport veut gagner la Coupe du Sénégal ce samedi. Les dirigeants du Casa Sport étaient face à la presse ce matin à Ziguinchor.
L'objectif pour le Canal Sport, venir à Dakar, affronter Génération Foot, gagner la Coupe du Sénégal pour avoir de l'argent, renforcer le palmarès, mais surtout aller en Afrique. C'est donc l'objectif principal pour Demba Ramata Ndiaye et ses joueurs. Ce matin, ils étaient face à la fête. Ils reviendront au cours de cette édition avec Max Euclid Campani qui a suivi cela pour nous, Antoine. Du volet, pour boucler, obtention du diplôme d'arbitre international, 7 Africains ont réussi le test. Ils étaient 16 sur la ligne de départ il y a une semaine à prendre part à ce stage de formation organisé par la commission technique de développement du beach volley à Dakar. Après donc une semaine de formation, seuls 7 parmi les 16 ont obtenu leur diplôme. Maïden, initiateur de ce stage, s'est dit satisfait du bon déroulement de la formation. Le niveau de stage s'est tellement relevé que le nombre d'admis n'est pas très important. Parce que sur les 15 candidats qui étaient sur place, il y a eu que 7, moins de 50% d'admis, 48%. Cela n'a pas du tout joué sur vraiment les conditions de travail des stagiaires et que les résultats obtenus aussi ont été le fruit d'un travail. Que les instructeurs qui étaient sur place, c'est les instructeurs de la Fédération internationale de volleyball, ils sont vraiment très en phase avec la réglementation. Donc cela veut dire que tous ceux qui ne passent pas, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons, mais qu'ils n'ont pas été à la hauteur de ce pratique. Et tous ceux qui sont passés, c'est parce qu'ils sont vraiment à la hauteur. Basketball en pour terminer avec la séance d'entraînement ce matin ouverte aux journalistes des Lions du Sénégal. Gorgui Sidien s'est entraîné avec l'équipe nationale du Sénégal après avoir participé au tournoi de la NBA en Afrique du Sud et avoir organisé son tournoi à Kébémer. Les Lions, au nombre de 18, s'entraînent actuellement sur le parquet de Marie Filaï. Merci, Malal Junior Diagne.